L'élection générale en RDC, on en parle avec notre premier invité, Thierry Vircoulon, chercheur à l'Institut français des relations internationales. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Tout d'abord, j'aimerais vous faire réagir aux dernières images du reportage que l'on vient de voir. Les difficultés logistiques de la CENI et la commission électorale suscitent des craintes et des doutes chez certains Congolais. Si elles persistent, peuvent-elles conduire à un report de l'élection prévue mercredi prochain ? Oui, le déploiement du matériel électoral dans un pays de 2,3 millions de kilomètres carrés qui n'a pas de route se fait par la voie des airs essentiellement. Et donc, en effet, il y a un retard dans ce déploiement. Ce retard peut en effet rendre problématique le vote dans certaines provinces éloignées, je pense notamment à l'Équateur et toutes ces zones du nord de la RDC. Il faut savoir qu'à chaque élection congolaise, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que la dernière semaine, c'est un peu à l'arraché qu'on déploie le matériel électoral. Et donc là, on est dans une configuration que je considère comme un peu classique, si je puis dire. Mais c'est vrai que les autorités congolaises ont demandé à la MONUSCO, à l'Angola d'abord, et puis à la MONUSCO maintenant, son aide logistique aérienne pour transporter tout le matériel. Le problème, c'est que cette demande arrive très tard et que probablement la MONUSCO n'a pas les capacités de le faire. Elle peut le faire probablement dans les provinces où elle est, dans l'Est, mais pas dans le reste du pays. Venons-en donc à cette campagne électorale en RDC. Dans l'histoire du pays, aucun président sortant ne s'est incliné dans les urnes lorsqu'il s'est représenté. Compte tenu du scrutin à un seul tour, Félix Tshisekedi est-il le grand favori ? Oui, il est incontestablement le grand favori. Le président en exercice est toujours le grand favori parce qu'il y a évidemment une prime au président sortant à cause du déséquilibre des forces. Ça a été évoqué dans le reportage avec cette question des avions et d'autres choses, mais il y a toujours un déséquilibre des forces entre le président sortant qui se représente et ses challengers. Et son bilan économique et en matière de sécurité ne sont-ils pas des freins pour sa réélection ? Alors, ce sont évidemment, les candidats d'opposition disent qu'il n'a pas de bilan. Il avait promis, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, de résoudre le problème du conflit à l'est de la RDC. Bon, on sait que ça n'a pas été fait, on sait que les choses se sont aggravées. De même, il avait promis d'améliorer, de lutter contre la pauvreté, d'améliorer les conditions socio-économiques des Congolais. Or, là aussi, ça s'est plutôt détérioré. Aujourd'hui, quelles sont les attentes électorales de la population congolaise ? Eh bien, ça tourne autour de ces deux sujets, les conditions de vie évidemment, avec une inflation qui est très forte comme dans beaucoup de pays du monde, la lutte contre la pauvreté également, et puis évidemment ce problème éternel du conflit dans l'est du Congo. Lors de cette campagne électorale, Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga et candidat à cette présidentielle, a bénéficié du désistement de 4 candidats qui étaient en lice pour cette présidentielle. Est-ce que ça en fait le principal adversaire du président sortant ? Oui, à l'heure actuelle, beaucoup considèrent que c'est lui le principal challenger. En fait, on estime qu'il y a lui et également Denis Mukwege, également aussi Martin Fayulu, qui a été le grand perdant de la dernière élection, puisque d'après les observateurs de l'Église catholique, c'était lui qui avait été arrivé le premier lors de l'élection de 2018. Donc ce sont entre ces trois hommes sont les principaux challengers. Et c'est vrai que Moïse Katumbi, j'aurais tendance à dire, a une longueur d'avance sur les autres. Qu'est-ce qui fait qu'il a une longueur d'avance alors qu'il ne participait pas à la dernière élection présidentielle en RDC ? D'une part, il a derrière lui un passé politique. Il a été gouverneur du Katanga et c'est en tant que gouverneur du Katanga qu'il a fait son image. Il a aussi été un homme d'affaires qui a bien réussi au Congo. Certains diraient même trop bien réussi au Congo. Il avait également un club de foot, etc. Donc ça a été, à l'époque de Kabila, pendant une certaine période de la présidence Kabila, ça a été quand même l'homme politique qui avait le plus grand profil en RDC avant justement de tomber en disgrâce et d'être poussé en dehors du pays par le régime Kabila. Donc maintenant, il fait son véritable comeback. Alors il fait un comeback, mais il a participé quelques moments à la coalition, cette fameuse coalition d'Union Sacrée avec Félix Tshisekedi. N'est-il pas comptable des résultats du président qu'il critique aujourd'hui ? Non, je pense qu'il a rapidement pris ses distances, je puis dire, et il n'a pas eu de position officielle dans le régime Tshisekedi. Donc c'est pour ça qu'il apparaît maintenant comme un opposant, comme il a été aussi, et là par contre il avait des responsabilités, associé au régime Kabila avant de tomber en disgrâce et d'être chassé du pays par Kabila et donc d'apparaître comme un véritable opposant. Alors Martin Fayulu, c'est le deuxième homme de la dernière présidentielle en 2018. Il était ce jeudi à Kikwit dans la province
province du Kwilu. Bénéficie-t-il toujours de l'aura qu'il avait il y a 5 ans auprès des électeurs congolais? Je ne sais pas, c'est difficile de le dire sans sondage, et il n'y a pas de sondage en RDC là-dessus, en tout cas de sondage fiable. Mais c'est vrai qu'on a senti pendant ces 5 dernières années que son profil politique avait un peu pâli. Pendant que celui de Moïse Katumbi a monté. Donc en effet, il y a une sorte de phénomène un peu inversé, mais on ne peut pas se prononcer comme ça en l'absence de sondage. La candidature du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, a-t-elle fait un flop? Alors, c'est vrai que le professeur Mukwege, donc, qui a eu le prix Nobel de la paix, est un homme qui, j'aurais tendance à dire, est peut-être plus connu à l'étranger qu'au Congo. Qui a plus un profil international qu'un profil politique au Congo. Et du coup, il apparaît en effet comme le troisième dans l'ordre des challengers, dont je parlais tout à l'heure, comme le troisième homme. Il semble en effet derrière les 2 autres. Mais bon, là aussi, on peut toujours avoir une surprise. Et comme je le disais, il n'y a pas de sondage exhaustif. La stratégie de l'opposition qui consiste à aller en ordre dispersé à une élection à un seul tour, n'est-ce pas la garantie de leur défaite assurée? Si, c'est malheureusement un des facteurs. Mais ce qu'on voit lorsqu'on regarde les précédents scrutins, c'est que l'opposition a toujours été en ordre dispersé au Congo et qu'il est extrêmement rare au Congo, mais aussi ailleurs, d'avoir des candidatures uniques et que l'opposition soit capable de s'unir. Ça avait été un peu le cas en 2018 avec Labuka et Martin Fayulu. Oui, mais il y avait encore des divisions dans l'opposition. Même s'il y avait eu une tentative de réunion, et d'ailleurs Félix Tshisekedi qui faisait partie de l'accord au tout début, l'a quitté au dernier moment avec Vital Kamerhe. Voilà, exactement. Donc il y a toujours ce type de surprise. Ce qui est évident, c'est que pour gagner une élection au Congo, il faut faire une coalition, puisque c'est un pays immense, et donc il faut rassembler des personnalités politiques derrière soi qui puissent avoir de l'influence sur les différentes provinces. Et c'est surtout c'est un homme qui mène une coalition, mais c'est une coalition qui gagne. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas de l'opposition congolaise. Thierry Vercoulon, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet de ces élections congolaises qui doivent se dérouler en principe mercredi prochain.